Les bonnes questions à se poser avant de lancer sa société. Bonjour à tous, je me présente Rachid Elman, je suis avocat inscrit au barreau de Paris depuis 2010. Cette vidéo a pour objectif de dresser les principales questions à se poser lorsque les entrepreneurs décident de créer leur société. Il s'agit des conseils pour vous aider à choisir le statut juridique adapté à votre situation. Vous souhaitez lancer votre activité, mais vous hésitez sur la nature du statut de votre entreprise. Il s'agit d'une question délicate lors de la création de votre entreprise car vous devez prendre en considération plusieurs aspects. Il est primordial de trouver une structure la plus appropriée d'un point de vue fiscal, social et administratif. Le choix va également tenir compte du type d'activité, du nombre d'associés, des perspectives d'ouverture de capital avec l'entrée d'investisseurs ou d'associés. Définir la structure juridique de votre entreprise est une décision cruciale qui aura des répercussions tout au long de son existence. Les principales questions à se poser sont les suivantes. Faut-il exercer seul ou en société? Quel statut à choisir en fonction de mon activité? Quel statut social faut-il choisir? Faut-il être salarié ou non salarié? Quelle sera la place du conjoint dans l'entreprise? Pourquoi et comment choisir un statut évolutif? Comment protéger mon patrimoine actuel et futur? Et la dernière question est comment anticiper la transmission éventuelle de votre entreprise? Les statuts sont les différentes dispositions conventionnelles qui organisent les relations entre les membres associés des sociétés. La première question porte sur le nombre d'associés. Les premiers choix à faire, c'est de savoir si vous souhaitez avoir des associés. La première option, c'est le statut d'entreprise individuelle. La décision d'opter pour la forme juridique entreprise individuelle est la plus simple. Vous exploitez votre activité en votre nom propre. Les démarches administratives sont réduites et les frais de constitution ne sont pas élevés. À la différence d'une société, le dépôt de capital n'est pas requis. Le principal inconvénient est qu'il n'y a pas de séparation entre votre patrimoine personnel et votre patrimoine professionnel. De ce fait, vous devez répondre de toutes les créances de l'entreprise en cas de difficulté. L'ouverture d'une procédure collective impactera fortement votre patrimoine personnel en raison de l'absence de cette personnalité morale. La deuxième option est la société unipersonnelle, qui peut être une URL ou une SASU. La création d'une société donne naissance à une personne morale qui est distincte de vous. Cette nouvelle personnalité dispose de son propre patrimoine. Votre patrimoine personnel est protégé des créanciers de la société. Cependant, ce principe souffre d'une exception en cas de grave faute de gestion. En cas de difficulté, vos biens personnels seront à l'abri de l'action des créanciers de l'entreprise. Il existe des sociétés de personnes qui sont assujetties de plein droit à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire à l'IR. La troisième option est la société pluripersonnelle qui peut être une SARL ou une SAS. Les associés de ce type de société sont personnellement imposés sur la part des bénéfices qui leur revient proportionnellement aux parts détenues. Au moment de l'établissement du statut de l'entreprise, il convient de trouver une dénomination sociale, un siège social, de fixer le montant du capital social, de fixer la répartition du capital entre les associés, d'envisager un éventuel apport en nature ou en industrie. Les statuts doivent prévoir la nomination d'un gérant ou d'un président. Ce dirigeant est censé représenter la société auprès des tiers. Il s'agit du représentant légal qui agit au nom et pour le compte de la société. Les formalités de création sont plus élevées que pour l'entreprise unipersonnelle en raison des coûts de greffe des publicités légales. L'entreprise est soumise à l'impôt sur la société ou soit sur option sur l'impôt sur le revenu. La création de votre société donnera lieu à des formalités complémentaires, rédaction et enregistrement des statuts auprès des services, nomination du ou des dirigeants, parution d'une annonce dans un journal d'annonces légal. La deuxième question traite de la responsabilité des associés.
Le régime de la responsabilité des associés diffère selon que la société est une société de personnes ou une société de capitaux. Dans le cas d'un entrepreneur, d'une entreprise individuelle, le masque de la personnalité juridique est complètement transparent. C'est-à-dire, il expose son patrimoine personnel aux poursuites des créanciers sociaux. Il en résulte une responsabilité indéfinie et solidaire. L'ouverture d'une procédure collective, redressement ou liquidation judiciaire aura des conséquences dramatiques sur le patrimoine du dirigeant. Les associés ou actionnaires ne contribuent pas au passif social qu'à hauteur de leur participation dans le capital. Vous risquez de perdre votre apport. Attention, cette limitation de responsabilité peut, en cas de capital faible, compliquer la recherche de financement et obliger en retour les associés ou actionnaires majoritaires à garantir personnellement les engagements de la société. La protection du patrimoine personnel des associés peut donc vite devenir illusoire en obligeant ces derniers à se porter caution afin que l'entreprise obtienne du crédit. La troisième question concerne le montant du capital social lors de la constitution. Le capital social est composé d'apports en numéraire et d'apports en nature. Pour la SARL, l'UERL, la SAS et la SASU, le capital est librement fixé par les associés. Pour la SARL et l'UERL, le capital social minimum doit, en ce qui concerne les apports en numéraire, être libéré du cinquième de leur montant à la souscription. Pour la SAS et la SASU, le capital minimum de ces sociétés doit être libéré de moitié au moment de la souscription. Enfin, le solde doit être libéré avant la durée de 5 ans. La quatrième question porte sur la nature d'activité qu'exercera la société. L'activité de la future société constitue son objet social. Le législateur impose ou restreint le choix de certaines formes sociales en fonction de l'activité exercée par la société. Par exemple, les SARL, les URL ne peuvent exercer les activités d'assurance. Un autre exemple concernant les débits de tabac, ces débits de tabac ne peuvent être exploités uniquement sur la forme d'une exploitation individuelle ou d'une société en nom collectif. Par ailleurs, un certain nombre d'activités ne peuvent être exercées qu'à des conditions tenant à la qualification professionnelle des associés ou gérants. En conclusion, il est impératif de vérifier la comptabilité de votre activité avec la structure juridique. La cinquième question traite du régime social. Votre statut social dépendra de la structure juridique choisie. En effet, le choix du statut juridique peut être arbitré par la protection sociale conférée aux dirigeants. Si vous êtes gérant majoritaire de SARL ou associé unique du URL, vous serez rattaché au régime des indépendants. Certaines formes sociales, gérant majoritaire, entreprise individuelle, associé unique du URL, offrent le statut de travailleur non salarié aux dirigeants. Ce statut demeure moins onéreux pour le dirigeant mais offre une protection sociale moins importante que le statut d'assimilé salarié, notamment en matière de retraite. Les autres formes du type SAS, SASU offrent le statut d'assimilé salarié aux dirigeants. À l'inverse du statut TNS, le statut d'assimilé salarié offre une protection sociale plus forte mais demeure plus coûteux. Le choix du statut juridique engendre également des conséquences pour le conjoint du dirigeant. Il est important de préciser que les dirigeants assimilés salariés bénéficient de la même protection sociale que les salariés. Il est obligatoirement assujetti au régime des cadres, mais toutefois, il est exclu du régime de l'assurance chômage. En outre, le dirigeant assimilé salarié non rémunéré n'est affilié à aucune caisse et n'a pas, par conséquent, aucune cotisation à payer. On rappellera que le dirigeant cotise à titre obligatoire auprès du régime général de la sécurité sociale, mais aussi auprès d'une caisse de retraite complémentaire de cadre, d'une caisse de prévoyance cadre. Il convient de préciser que dans une SARL, un gérant est majoritaire s'il détient avec son conjoint, son partenaire,
pacsé et ses enfants mineurs plus de 50% du capital de la société. Le gérant est égalitaire s'il détient avec son seul conjoint, son partenaire pacsé et ses enfants mineurs exactement 50% du capital social. Le gérant est minoritaire s'il détient seul ou avec son conjoint, son partenaire pacsé et ses enfants mineurs moins de 50% du capital de la société. En cas de congérance, la détermination du caractère minoritaire, égalitaire ou majoritaire se fait au niveau de l'ensemble des gérants en additionnant les parts détenues par tous les gérants, leur époux, leur partenaire pacsé et leurs enfants mineurs pour déterminer le pourcentage de détention globale. La sixième question traite du régime fiscal. Le régime de l'imposition peut être un critère de différence entre certaines formes de sociétés. La fiscalité de l'entreprise et du dirigeant demeure un critère essentiel pour choisir la société. L'entreprise individuelle et l'URL sont imposées sur l'impôt sur le revenu. En revanche, la SARL, la SAS, la SASU sont imposées sur l'impôt sur les sociétés. Cependant, les SARL, SAS, SASU peuvent opter sur l'impôt sur le revenu. Cette option est limitée à 5 ans pour les SAS et les SASU. Dans le cas de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices seront imposés à 15% pour la tranche allant de 1 à 38 120 € et à 33% au-delà. Les déficits pourront faire l'objet d'un report en avant ou en arrière. Une fois les bénéfices imposés à l'impôt sur les sociétés, ces derniers pourront être distribués sous forme de dividendes aux associés. Les associés supporteront l'impôt sur le revenu sur le montant des dividendes perçus après l'abattement de 40%. Les SARL, SA, SAS sont soumis de plein droit à l'impôt sur les sociétés. Dans le cas de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés sont directement imposés entre les mains des associés. Aucune imposition au niveau de la société. Les déficits sont imputables directement au niveau de chaque associé. Le choix de l'impôt sur le revenu est intéressant pour le créateur qui envisage la réalisation de déficits futurs en raison de l'importance des investissements. Dans ce cas, il peut donc avoir intérêt à choisir un statut relevant de l'impôt sur le revenu et ce, afin d'imputer directement les déficits sur les revenus de son foyer fiscal. Vous avez compris, le choix d'une option IR ou IS demeure conditionné et doit être appréhendé par une étude minutieuse de la situation et des perspectives futures de votre entreprise. La possibilité de facturer et de récupérer la TVA peut être également un critère pour choisir son statut juridique. En effet, l'entrepreneur ne peut pas facturer de TVA. En conclusion, le choix du statut juridique exige de satisfaire le maximum de critères évoqués. Aujourd'hui, il n'existe pas de statut juridique parfaitement adapté pour votre entreprise. Tout dépend du type de projet et des critères que le fondateur entend faire prévaloir pour mener à bien son aventure entrepreneuriale. Le coût et les démarches de constitution ainsi que les modalités de fonctionnement de l'entreprise sont des critères à prendre en compte pour choisir son statut juridique. De manière générale, l'ensemble des formalités sera moins complexe pour une entreprise individuelle que pour une société. En espérant que cette vidéo a répondu à certaines de vos questions, je vous invite à laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. N'hésitez pas à liker la vidéo. Au revoir. Merci.